Cet homme s'appelle Yvan Beaupré. Au milieu des années 70, il fait régner la terreur dans la région de Québec. Yvan Beaupré a confessé au moins une demi-douzaine de meurtres liés à la guerre des motards. Mais il a fait aussi 2 innocentes victimes. C'est incroyable. C'est tout simplement une tragédie incroyable de tirer 2 beaux petits jeunes comme ça qui étaient promis un avenir. Vraiment, là. Mais moi, il n'y a pas un soir, je pense pas à mon frère. Le 13 février 1976, Beaupré est condamné à la prison à vie pour un double meurtre. Mais un mois plus tard, Yvan Beaupré s'évade de la prison d'Orsainville, près de Québec, dans des circonstances spectaculaires dignes d'un épisode de Mission Impossible. Le 12 février 1976, au terme d'un procès hautement médiatisé, un jury de 12 personnes trouve Yvan Beaupré coupable du double meurtre d'Yvon Houle et Suzanne Masse, âgés respectivement de 19 et 16 ans. C'est une affaire qui a vraiment bouleversé le grand public dans la région de Québec. C'était un double meurtre sordide de 2 jeunes de bonne famille à la veille de Noël. Vraiment, là, les médias sont emparés de ça et c'était vraiment épouvantable. Yvon Houle et Suzanne Masse sont des victimes collatérales d'une violente guerre des motards qui fait rage à Québec depuis quelques années et qui a fait des dizaines de victimes. Cette guerre pour le contrôle du marché de la drogue oppose le gang des Pacifiques rebelles à un regroupement de dealers indépendants qui se font appeler la gang des clubs. Et lui, Beaupré, dans cette guerre-là, c'était un genre d'électron libre, quelqu'un que personne ne pouvait contrôler, qui faisait des actions sans consulter les autres. Et c'est ça qui en faisait un individu extrêmement dangereux. Le soir du double meurtre, Yvon Houle et Suzanne Masse sont allés prendre une bière avec des amis à la brasserie Saint-Pascal, dans le quartier Limoilou. Mais le destin a voulu qu'ils sortent de la brasserie en même temps que des membres des Pacifiques rebelles et qu'ils montent à bord d'une voiture du même modèle que celui des motards. Yvan Beaupré, lui, passait par là. Il a vu les Pacific Rebels sortir de la brasserie et comme on dit, l'occasion fait le larron. Alors lui, il a décidé, comme ça, sous l'impulsion du moment, de les passer. Fait qu'il les a suivis, puis il était armé, il avait un fusil avec lui dans l'auto. Ce soir-là, ce n'est pas Yvon qui conduisait, parce que Suzanne venait tout juste de passer son permis temporaire. Même, je crois que le matin même, elle avait eu son dernier cours et Yvon voulant la faire pratiquer, c'est elle qui était au volant ce soir-là. L'auto dans laquelle Beaupré prenait place s'est immobilisée à côté de celle des 2 jeunes. Elle a vu le canon du revolver, puis elle a dit « Excusez-moi, Yvon, un fusil. » Puis les 2 maçons se sont affaissés. Le lendemain du verdict, Yvan Beaupré est condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant 20 ans. Les policiers de Québec poussent un soupir de soulagement. Un des plus dangereux criminels de la région vient d'être neutralisé. Il n'avait pas prémédité son geste, il les a vus sortir, il a dit « Bon, j'en vois 2, je les tire. » Pas plus que ça, là, tu sais, sans se demander les conséquences, let's go, on le fait. Il était comme ça, il était impulsif, il avait aucune empathie pour les autres êtres humains, fait qu'il agissait comme ça. Lorsque je suis allée au procès, d'abord, c'était à huis clos, mais moi, je tenais à y aller. Ma sœur est venue avec moi, ainsi qu'une cousine, parce qu'on était tellement traumatisés. Moi, ce que je me souviens, c'est que Beaupré m'a regardé à un moment donné, mais une froideur. Et moi aussi, je l'ai regardé, c'est bien évident. Je voulais savoir qui était l'assassin de Suzanne et de Yvon.
C'était froid, évidemment, dans la salle. Au lendemain de sa condamnation, Yvan Beaupré est envoyé au centre de détention d'Orsainville, en banlieue nord de Québec. Alors, normalement, après sa condamnation pour un double meurtre comme ça, il s'en va dans une institution fédérale. Mais comme il doit témoigner au procès de son présumé complice, on l'envoie à Orsainville, en banlieue nord de Québec. Orsainville, qui est une prison provinciale réputée comme étant une passoire à l'époque. Le 20 février, une semaine après l'incarcération d'Yvan Beaupré, son frère Rodrigue le rejoint derrière les murs de la prison d'Orsainville. Il vient purger une peine d'1 mois de détention pour des contraventions impayées. Et dès son arrivée, il est incarcéré dans la même aile que son célèbre frère, soit le secteur 4, réservé aux détenus sous protection. En fait, quand Yvan Beaupré arrive à Orsainville, on ne peut pas le mettre dans la population carcérale parce qu'à Orsainville, il y a beaucoup de membres des Pacific Rebels ou des sympathisants du groupe de motards. Et lui, Yvan Beaupré, il est identifié aux gens qui sont en guerre contre les Pacific Rebels. Donc, il faut le mettre en protection. C'est pour ça qu'on va l'envoyer dans le secteur 4. Puis, quand son frère, Rodrigue Beaupré, va se retrouver aussi à Orsainville, lui aussi va être envoyé là. Fait qu'en fait, on voit là, que les astres sont bien alignés pour les deux frères là, pour concocter quelque chose, quelconque plan d'évasion. Dans le secteur 4, où sont détenus les frères Beaupré, se trouve aussi Gérald Dupuis, un criminel notoire qui attend son procès pour le meurtre de Jean-Claude Lepic-Lebel. Dupuis est un spécialiste de l'évasion qui a défrayé la manchette quelques semaines auparavant en faussant compagnie à ses gardiens lors d'un transport au palais de justice. Dès sa première rencontre avec les frères Beaupré, Gérald Dupuis constate que les deux hommes ont la même physionomie, soit environ 1,67 m et 66 kg. Il concocte aussitôt un plan aussi audacieux que fantaisiste. Il va aider Yvan Beaupré à s'évader en se faisant passer pour son frère Rodrigue. Le plan de Dupuis est téméraire. En effet, même si les deux frères ont sensiblement la même taille et le même poids, ils ont quand même des différences physiques importantes. D'abord, ils ont 9 ans de différence. De plus, Yvan affiche un début de calvitie et il a le teint plus clair que Rodrigue. Finalement, les deux frères n'ont pas les yeux de la même couleur. Yvan a les yeux pairs, tandis que Rodrigue a les yeux bruns. Le vendredi 12 mars, Yvan Beaupré apprend que son transfert dans un pénitencier fédéral se fera quelques jours plus tard. Les trois complices s'empressent de mettre leur plan à exécution. C'est maintenant ou jamais. Dans un premier temps, Gérald Dupuis joue les barbiers et coupe les cheveux d'un compagnon de détention. Il s'est improvisé barbier, il a coupé les cheveux d'un autre détenu qui avait les cheveux assez longs. Ils ont comme collé des cheveux sur la tête d'Yvan Beaupré. Beaupré utilise ensuite des boulettes de papier mâché qu'il s'introduit dans les narines et sous les lèvres pour imiter parfaitement le profil de son frère Rodrigue. C'était en 76 et le film Le Parrain était sorti comme 2-3 ans avant, en 73. Et ils ont utilisé certaines techniques utilisées par Marlon Brando dans Le Parrain, notamment de se mettre comme du papier mâché dans les joues là, pour ressembler plus à son frère Rodrigue. Avec de la poudre noire extraite d'une pile sèche et diluée dans un peu d'eau, Dupuis fabrique ensuite une teinture qu'il applique au visage de Beaupré pour lui donner un teint plus foncé. Finalement, pour compléter cette transformation, Beaupré utilise des verres de contact de couleur brune, ce qui lui permet d'avoir les yeux de la même couleur que son frère. En ce qui concerne le verre de contact, c'est avec l'autorisation, le don d'un autre détenu qui en avait, qui a pu lui en prêter un. Juste ces trois-là, mais à ça, c'est certain qu'ils ont eu d'autres aides, fournir d'autres choses à d'autres personnes. Là. Pendant ce temps, Rodrigue Beaupré effectue lui aussi une métamorphose. Il se rase la barbichette et se coupe les cheveux. Le soir venu, au moment de regagner leur cellule, Yvan Beaupré s'installe dans celle de son frère Rodrigue et vice-versa. Là, on peut imaginer
que ce vendredi soir-là, dans la cellule de son frère Rodrigue, Yvan, il n'a pas dû dormir beaucoup parce que le lendemain, le samedi matin, il allait tenter une des évasions les plus audacieuses de l'histoire du Québec. Yvan Beaupré, un dangereux criminel condamné à la prison à vie pour le meurtre crapuleux de 2 adolescents, est incarcéré à la prison d'Orsainville, en banlieue de Québec. Avec l'aide d'un codétenu, il s'est maquillé pour ressembler à s'y méprendre à son frère Rodrigue, qui est incarcéré dans une cellule voisine. Le 13 mars 1976, Yvan Beaupré est prêt à mettre son plan audacieux à exécution. Ce matin-là, vers 10h30, un autre membre de la famille Beaupré se présente à la prison d'Orsainville pour acquitter les contraventions de Rodrigue Beaupré. Et là, on envoie chercher Rodrigue dans sa cellule. Et en fait, c'est Yvan qui est dans la cellule. Et là, le gardien qui s'en vient chercher Rodrigue n'y voit que du feu. Yvan Beaupré est escorté jusqu'à l'entrée de la prison, où on lui demande de signer les formulaires d'usage pour obtenir sa libération. Il n'a aucune difficulté à forger la signature de son frère Rodrigue. Et on pose quelques questions d'usage, ta date de naissance, le nom de fille de ta mère, où est-ce que tu es né, etc., etc. Mais évidemment, pour Yvan Beaupré, c'est un jeu d'enfant de répondre à ces questions-là. Vers 11h du matin, le 13 mars 1976, Yvan Beaupré franchit avec une facilité déconcertante les 4 portes métalliques de la prison d'Orsainville. Ce que le frère d'Yvan Beaupré a raconté par la suite aux policiers et aux médias, c'est que sur le coup, il n'a pas reconnu son frère tout de suite. Il pensait vraiment qu'il avait affaire à Rodrigue. Puis par le temps que ça y a pris pour réaliser que c'était Yvan, il était déjà trop tard. Et en plus, Yvan avait un complice à l'extérieur de la prison qui avait caché un revolver sous le siège du passager dans l'auto du frère de Beaupré qui s'en allait le chercher. C'est sous la menace de cette arme que le frère d'Yvan Beaupré se voit intimer l'ordre de le conduire au vieux terminus d'autobus de Québec sur le boulevard Charest. Suivant les consignes d'Yvan, son frère a attendu environ 4 heures avant de se rapporter à la police de Québec pour signaler l'évasion de son frère. Son frère est approchant, puis tout de suite après, son frère il est allé, puis là, il est allé les aviser que c'était pas Rodrigue qui était sorti, que c'était Yvan. Puis là, ils ont vérifié, puis ils ont bien vu que c'était ça. Il était parti. Puis là, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont allés vérifier tout de suite à la gare centrale l'autobus. Il était plus là. Il n'était pas là, en tout cas, s'il l'a lâché là. On savait qu'il ne pouvait pas courir là. Il ne pouvait pas courir à vue partout, là, lui, là, tout seul. Là. Il n'aurait pas pu sortir sur la rue, tout le monde le connaissait. Puis là, les passes l'avaient surveillé encore plus. Hein, parce qu'il serait fait descendre sur la Boîte-à-Lyon. L'annonce de l'évasion d'Yvan Beaupré, 1 mois à peine après son incarcération, sème la consternation dans la grande région de Québec. Dans les heures suivant son évasion, son signalement est diffusé partout à travers l'Amérique du Nord et son nom est inscrit sur la liste des criminels les plus recherchés. Une prime est offerte à quiconque pourrait aider les policiers à capturer le fugitif. La mission de retrouver Yvan Beaupré est confiée à 2 policiers d'expérience, Guy Sanson et Clément Léveillé. Comme c'est toujours le cas quand on recherche un criminel en cavale, les enquêteurs surveillent de près les proches d'Yvan Beaupré, ceux avec qui il est susceptible d'entrer en communication. Tout en haut de cette liste figure la conjointe de Beaupré, la mère de ses 2 jeunes enfants. On réussit à avoir une information de quelqu'un bien placé qui nous disait qu'elle ne savait pas où était Yvan Beaupré, mais elle savait que sa femme travaillait à Val-d'Or. On a fait contrôler par la police de Val-d'Or et puis ils ont confirmé que oui, elle était à Val-d'Or, qu'il avait vu récemment, qu'elle était vraiment à Val-d'Or. L'information obtenue par Clément Léveillé s'avère exacte. Les policiers de Val-d'Or ont au fait de localiser la conjointe de Beaupré, qui vit en appartement avec sa fille âgée d'environ 6 ans. En observant ses déplacements, les policiers découvrent qu'elle fait régulièrement des appels à partir de la cabine téléphonique d'un restaurant voisin. Sa fille va à l'école à Val-d'Or, et puis dès que les classes vont se terminer, elle va s'en aller rejoindre Yvan. Le mardi 22 juin,
l'enquêteur Clément Léveillé et son collègue se rendent à Val-d'Or. L'immeuble où habite la conjointe de Beaupré est mis sous haute surveillance. Le propriétaire de la bâtisse a été contacté pour qu'il aille voir s'il y avait des boîtes dans une maison démontrant qu'il pourrait y avoir un déménagement, quelque chose. Au début, il était certain que non, qu'il n'avait jamais entendu parler de rien, mais on a dit il faudrait qu'il aille voir. Il est allé voir, puis là, il nous a confirmé qu'il y avait bel et bien des boîtes remplies qui étaient placées près à déménager. On a décidé de faire monter 2 autres équipiers de Québec pour venir nous rejoindre à Val-d'Or pour effectuer une surveillance où ce qu'elle demeurait 24 heures sur 24. Et puis on faisait la relève jour et nuit pour faire la surveillance. Le 25 juin, au lendemain des célébrations de la fête nationale, une camionnette se présente devant la conciergerie. Le conducteur et la conjointe de Beaupré commencent à y empiler les effets personnels de la jeune femme. C'est le début d'une délicate opération de filature qui va se poursuivre sur des centaines de kilomètres. On avait eu l'information à ce moment-là de notre informateur à Québec qu'elle s'en allait à Montréal rejoindre son mari. On a contacté notre équipe de filature de Montréal pour qu'ils viennent à notre rencontre à Mont-Laurier. Si le gars du camion connaissait la ville comme il faut, il aurait pu nous parler vraiment, parce que nous autres, la ville de Montréal, là, on connaissait les grandes artères, tout ça, mais les petits raccoins, pas trop. On n'est pas venu travailler tant que ça à Montréal. Hein. En milieu d'après-midi, le véhicule dans lequel la conjointe de Beaupré prend place s'arrête derrière une conciergerie de la rue d'Avila à Saint-Léonard. Un homme sort sur un balcon du 3e étage et leur envoie la main. Les policiers reconnaissent Yvan Beaupré. Pendant que le chauffeur du camion et la conjointe de Beaupré transportent les boîtes dans le logement, les policiers se mettent en embuscade. Ils attendent le moment propice pour épingler leur proie. Fait qu'on a dit correct, mettez-vous en place, puis attendez, puis on va attendre qu'ils sortent. Le temps au moins de penser à notre affaire, de voir de quelle façon qu'on s'y prendrait avec, là, parce qu'il avait toujours dit qu'il ne se laissera pas prendre vivant. Fait que... on dit c'est pas le temps de rentrer et aller chercher ça dans la maison si ça se met à tirer, la femme, les enfants, puis tout ça, là, puis à travers les portes dans le bloc. Là. On a dit on va attendre, s'il sort, on s'en occupe dehors. Ce que les policiers ignorent, c'est que Beaupré habite à cet endroit en compagnie de l'autre enfant du couple, une fillette âgée d'à peine 2 ans. La présence de ces 2 enfants, jumelée à la promesse de Beaupré de ne pas être repris vivant, risque de rendre sa capture extrêmement périlleuse. Juin 1976. Yvan Beaupré, un des plus dangereux criminels au Québec, a réussi à s'évader de la prison d'Orsainville près de Québec en se faisant passer pour son frère Rodrigue. Après 3 mois de cavale, les policiers ont réussi à le repérer dans une conciergerie de Saint-Léonard où il se cache. Mais la présence de 2 jeunes enfants risque de compliquer leur intervention. Là, Guy a dit, regarde, vous savez ce qu'il a dit? Il veut pas se laisser prendre, tout ça. Fait que prenez votre chance. Si vous pensez que vous n'êtes pas sorti de votre coup, prenez votre chance. Vers 17h30, Beaupré et sa conjointe se préparent à aller souper au restaurant. Une voisine a accepté de garder la plus jeune des filles. Beaupré sort de l'immeuble le premier, avec la fillette de 2 ans dans les bras. Il se dirige vers l'entrée de l'immeuble voisin. Pour les policiers qui l'attendent en embuscade, c'est le scénario idéal. Les gars, ils ont entendu qu'ils soient dépassés à leur hauteur. Fait que là, ils ont sorti tranquillement, eux autres. Fait que là, moi aussi, j'ai commencé à avancer avec le char pour s'approcher. Yvan Beaupré fait à peine quelques mètres qu'il est encerclé par les policiers. Complètement pris de court,
le fugitif se rend sans opposer la moindre résistance. Le lendemain de son arrestation, le criminel le plus recherché au Québec comparaît au palais de justice de Québec, escorté par une vingtaine de policiers armés jusqu'aux dents. Sa cavale a duré 3 mois et demi, et cette fois, on va s'assurer de l'envoyer dans un pénitencier fédéral. Alors là, normalement, on devrait perdre sa trace, on devrait plus entendre parler de lui, mais c'est bien mal le connaître. Il aime trop l'attention des médias et il va s'arranger assez rapidement pour faire parler de lui à nouveau. Le 30 décembre 1979, un détenu du nom de James Samuel Wood est poignardé à mort dans la cafétéria du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines. Un de ces 3 assassins est nul autre qu'Yvan Beaupré. Ce meurtre lui vaut une nouvelle sentence d'emprisonnement à perpétuité, avec un minimum de 15 ans. Après le meurtre du co-détenu à Sainte-Anne-des-Plaines, là, on l'a transféré à Millhaven, en Ontario, un autre pénitencier fédéral à sécurité maximale. Mais là, il aimait moins ça. Là. Il était d'abord, premièrement, il était loin de sa famille, il était loin des feux de la rampe. Puis ça n'a pas été bien long qu'il a concocté un plan pour revenir au Québec et faire parler de lui à nouveau. En 1982, Yvan Beaupré communique avec un policier de la Sûreté du Québec et lui confie qu'il est prêt à se mettre à table pour aider la police à résoudre des meurtres reliés à la guerre des motards qui faisait rage à Québec au milieu des années 70. Pour faciliter la collaboration de Beaupré avec la police, une entente est conclue avec les services correctionnels canadiens pour que Beaupré soit détenu au quartier général de la Sûreté à Québec pour la durée des procédures. Mais ce qui est particulier à lui, c'est qu'on lui a promis carrément le pardon royal. Mais c'est sûr qu'il y avait aussi une réduction de peine. Là, c'est assez classique pour les délateurs. Évidemment, comme ils trahissent d'autres criminels, ils ont aussi droit à de la protection spéciale, à des conditions d'emprisonnement privilégiées. Grâce à la collaboration de Beaupré, la Sûreté du Québec procède à un spectaculaire coup de filet en novembre 1982. 4 importants acteurs de la guerre des motards sont arrêtés et accusés du meurtre du pacifique rebelle Serge Letourneau. Leurs procès ont lieu entre mai 1983 et novembre 1984 et se terminent tous par un verdict de culpabilité. C'est un beau parleur, c'est un manipulateur de première. Tu sais, pour un criminel, là, il y a une aisance, une éloquence assez particulière. Il a beaucoup de vocabulaire. Donc, son témoignage était très convaincant. Donc, tous les anciens acolytes qui ont été arrêtés et accusés ont tous été condamnés. Mais, il faut le dire, il a donné tout un show. Au lendemain de la condamnation de Gilles Dufresne, le dernier des 4 co-accusés, Yvan Beaupré est convaincu qu'il va bientôt recouvrer sa liberté. Mais une cruelle déception l'attend. Yvan Beaupré, un cas absolument classique d'un délateur à qui on promet un certain nombre de choses. En fait, dans son cas, à lui, Mère et Monde, là, je veux dire, pardon royal, puis nouvelle identité, puis toutes ces choses-là. Et dès qu'ils ont fini de témoigner, dès qu'on a pressé le citron jusqu'à la dernière goutte, on jette le citron. Donc, à un moment donné, Yvan Beaupré réalise que ce qu'il attend depuis toujours, le fameux pardon royal, il l'aura pas, on lui refuse. Donc, le délateur, qui travaillait avec la couronne, appelle l'avocat de la défense d'une personne qui avait réussi à faire condamner, puis lui dit « Je me suis perjuré, j'ai menti, je suis un délateur, j'ai dit tout ça en échange de toutes sortes d'affaires, je vous raconte mon histoire. » Quand il réalise qu'il a été dupé, Yvan Beaupré décide de se venger. Le 25 juin 1986, il communique avec l'avocat de Gilles Dufresne, le célèbre criminaliste Guy Bertrand, et il déballe son sac. Il révèle notamment qu'il s'est parjuré au procès en ne révélant pas qu'on lui avait fait une promesse de pardon royal en échange de son témoignage. Ce qui est ressorti de toute cette histoire-là, qui est vraiment, vraiment, vraiment choquant, c'est que on enregistrait, ce qui est complètement illégal, les autres témoignages pour que lui puisse entendre tout et sache, dans le fond, comment il devait témoigner pour pouvoir boucher les trous et pour pouvoir être sûr que tout concorde puis que tout match.
Ce qu'on avait promis à Yvan Beaupré en échange de ses témoignages, c'était le pardon royal. Mais ce qui est particulier de cette histoire-là, c'est que c'était pas juste un témoignage spécifique dans un procès spécifique. Ce qu'on comprenait en lisant ses aveux, sa vie, c'est qu'il y avait un système qui était presque rendu à faire du témoignage sur commande. Dans sa lettre à Guy Bertrand, et plus tard dans une entrevue avec l'animateur de radio André Arthur, Yvan Beaupré décrit le traitement de faveur auquel il a eu droit en échange de sa collaboration. Les détails sont croustillants. C'est incroyable. C'est vraiment comme dans un film américain, toujours. C'est l'accès à de la drogue, l'accès à de l'alcool, l'accès à des moments de quasi-liberté, des fêtes dans des chalets, des sorties avec très, très peu de surveillance policière, des femmes, l'accès à des femmes aussi. Et ce qui fait dresser les cheveux sur la tête quand on lit ça, moi je l'avais lu, c'est qu'il y avait une partie de ces espèces de fêtes-là, de cette vie-là qui se passait avec des procureurs, avec des policiers, selon ce qu'ils racontent. Les révélations publiques d'Yvan Beaupré provoquent un scandale sans précédent qui va éclabousser les corps policiers de la région de Québec, les services correctionnels et tout le système judiciaire québécois. L'affaire ira jusqu'en Cour suprême et tous les anciens complices de Beaupré seront acquittés. Évidemment, Guy Bertrand était sur toutes les tribunes, exigeait une enquête publique sur le traitement des délateurs. Le ministre de la Justice, qui était Gilles Rémillard à l'époque, a été obligé d'intervenir, ou enfin, il subissait une grande pression de l'opinion publique. Ça a été tout un épisode là, pour la grande région de Québec. Là, les gens de la grande région de Québec s'en rappellent. Là. Les déclarations fracassantes de Maître Guy Bertrand ont pour effet de détourner un peu l'attention médiatique de la personne d'Yvan Beaupré. Et ce dernier compte bien en profiter. Le 6 octobre 1990, il obtient une sortie avec escorte pour rendre visite à sa nouvelle conjointe. C'est l'occasion qu'il attend pour prendre une nouvelle fois la clé des champs. Automne 1990. Le délateur Yvan Beaupré a mis tout le système judiciaire québécois dans l'embarras en révélant les promesses et les faveurs qui lui ont été consenties en échange de son témoignage contre ses anciens associés. Mais pendant que les médias crient au scandale et réclament une enquête publique, Beaupré se prépare à partir en cavale pour la deuxième fois de sa carrière. Le matin du samedi 6 octobre, il bénéficie d'une sortie avec escorte de la prison d'Orsainville pour rendre visite à sa nouvelle conjointe et à leur fillette de 3 ans dans leur logement de la rue des Saules, dans le quartier Limoilou. Arrivé à destination, Beaupré entre dans le logement, pendant que le gardien monte le guet devant la porte avant. Quelques minutes plus tard, Beaupré, sa conjointe et sa fille sortent par la porte arrière, montent à bord d'une automobile louée au nom de sa conjointe et prennent le large. En quittant le logement de la rue des Saules, Yvan Beaupré se dirige immédiatement vers la frontière américaine en passant par la Beauce. Vers midi, il arrive au poste douanier de Jackman, où il présente un faux certificat de naissance au nom de Gilles Cloutier. Il explique au douanier américain que lui et sa petite famille s'en vont à Boston pour y passer quelques jours. Mais le douanier américain a un doute. Il trouve en effet que la voiture est beaucoup trop chargée pour un si court séjour. Et malgré les protestations de Beaupré, il lui refuse l'entrée aux États-Unis. Et là, il a fallu qu'il repasse la douane canadienne en expliquant qu'il avait été refoulé aux douanes américaines. Mais là, la nouvelle de son évasion n'avait pas encore été communiquée dans les médias. Vers 17h, quand le gardien constate que Beaupré ne sort pas du logement tel que convenu, il entre à l'intérieur
et réalise que Beaupré a pris la clé des champs. Il donne aussitôt l'alerte, mais Beaupré a déjà plusieurs heures d'avance. Et là, Beaupré, son plan B, bien, ça a été de s'en aller progressivement vers l'ouest du Canada. Cette nouvelle évasion d'Yvan Beaupré met une fois de plus les autorités policières et judiciaires dans l'embarras. Le criminaliste Guy Bertrand ne se gêne pas pour affirmer publiquement que la disparition de Beaupré est en réalité une remise en liberté déguisée qui fait l'affaire de bien du monde. Tout le monde attendait la conclusion, dans le fond, de cette espèce de saga, là. Tu sais, Guy Bertrand qui réclamait sur toutes les tribunes une enquête publique sur le traitement des délateurs. Donc, tout le monde espérait ou tout le monde souhaitait qu'il y ait un show, là, tu comprends, avec une enquête publique. Ça aurait évidemment fait des belles manchettes. Et lui aurait été le témoin principal, donc ça aurait été tout un feuilleton, là, ça là. Mais là, tout à coup, le joueur principal de toute cette saga-là disparaît, tu sais. Étrange. C'est clair que la façon dont l'évasion s'est déroulée, le fait que ça a même pu être possible, ça a soulevé beaucoup de questions. Parce que soudainement, il y a ce prisonnier qui passe, en soi c'est un problème, mais c'est surtout un délateur qui sait beaucoup de choses sur plein de gens, qui essaie de le communiquer, qui ça marche pas, qui est un peu ce que les Anglais appellent un loose cannon, on sait plus de quel côté le prendre. Soudainement réussit à s'enfuir, puis soudainement est disparu dans la nature. Fait que ça a déclenché beaucoup d'interrogations, beaucoup de discussions, beaucoup de spéculations. Je sais qu'il y avait des gens qui se demandaient même si l'évasion avait pas été organisée carrément pour lui permettre là, de disparaître puis de se taire à jamais. Comme l'évasion d'Yvan Beaupré s'est produite sur le terrain de la ville de Québec, c'est la Sûreté municipale de Québec qui se voit confier la mission de retrouver le fugitif. À compter du lundi matin, on a fait ce que j'appelle une revision de l'ensemble des dossiers. Puis le dossier d'Yvan Beaupré, c'est un dossier très important pour nous. C'est là qu'on a mandaté un enquêteur qui était M. Jacques Guillemette, qui, lui, s'est mis à sa recherche. Dès le départ, l'enquêteur Guillemette est en mesure de constater que l'évasion de Beaupré a été préparée de longue date. Dès la mi-septembre, soit 3 semaines avant l'évasion, sa conjointe a vidé le compte de banque de Beaupré et emprunté une somme importante à sa mère. En tout, la conjointe de Beaupré a amassé un butin de 30 000 $ qu'elle a converti en chèque de voyage American Express, tous en argent américain. Et aussi, le jeudi avant l'évasion, donc 2-3 jours avant l'évasion, elle était allée dans un concessionnaire automobile à Charlebourg pour louer une petite voiture de location là, pour une semaine. Je pense qu'elle avait donné un dépôt en argent comptant de 350 $. Rapidement, Jacques Guillemette apprend que Beaupré circule avec des chèques de voyage American Express. Il s'empresse d'obtenir les numéros de série de ces chèques et communique avec le bureau d'American Express pour leur demander de l'aviser à chaque fois qu'un des chèques de Beaupré serait changé et de lui donner le lieu, le jour et l'heure de la transaction. Pendant ce temps, les rumeurs les plus folles continuent de circuler dans les médias. La plus persistante veut que Beaupré ait gagné les États-Unis en passant un autre poste frontière déguisé en femme. C'est qu'en fait, il y en a eu plusieurs. Là. Une journée, il était rendu aux États-Unis. Le lendemain, il était rendu dans l'ouest du pays. Le lendemain, il se cachait à Québec. Évidemment, quand on connaît les circonstances de sa première évasion, qu'il s'était maquillé puis s'était déguisé comme son frère, on peut s'imaginer facilement qu'il y avait ce talent-là de se déguiser. Tant que les médias parlaient pas des chèques de voyage, toutes ces espèces de rumeurs farfelues, ça dérangeait pas trop les policiers, même quelque part, ça les arrangeait. Le jeudi 11 octobre, la conjointe de Beaupré communique avec le concessionnaire automobile pour demander une prolongation du contrat de location de la petite voiture qui a servi à la fuite du couple. Sa demande est refusée. 3 jours plus tard, le véhicule est retrouvé dans le stationnement d'un hôtel à Hull.
Alors là, c'est là qu'ils ont vu qu'ils se dirigeaient vers l'Ontario. Puis à un moment donné, il y a eu une couple de chèques qui ont été échangés à Toronto, mais sur une période de 4-5 jours. Donc, ils ont figuré qu'ils s'étaient installés à Toronto ou qu'ils avaient fait une escale à Toronto. La présence de Beaupré à Toronto est bientôt confirmée par une conversation téléphonique entre sa conjointe et sa mère que les enquêteurs ont mise sous écoute électronique. Dans cette conversation, la conjointe de Beaupré mentionne l'adresse où le couple et leur fillette ont trouvé refuge. Et il y avait un officier chez nous de Toronto qui était en stage de formation qui a été rencontré pour faciliter les échanges entre les deux corps de police et surtout parler aux bonnes personnes pour se rendre à l'endroit et puis procéder à son arrestation. Les policiers de Toronto se rendent à l'adresse indiquée, mais leur manque de discrétion va faire cafouiller l'opération. Yvan Beaupré, qui fait le guet à la fenêtre du logement, voit le dispositif policier se déployer. Il a tout juste le temps de déguerpir avec sa conjointe et sa fille. L'opération de Toronto, ça a été une belle occasion ratée, là, qui a compliqué singulièrement le travail de l'enquêteur Guillemette, parce que non seulement Beaupré a vu qu'il était surveillé de près, mais ensuite, en plus, Beaupré a réalisé que sa conjointe faisait des téléphones à sa mère, puis donc il a figuré que la mère devait être sous écoute. Donc, par la suite, là, il s'est volatilisé, ça a fait reculer l'enquête un petit peu, cette espèce d'opération bâclée avec la police de Toronto. À chaque jour qui passe, la pression continue de monter sur les autorités policières. Même en cavale, Yvan Beaupré continue de défrayer la manchette avec des révélations fracassantes. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me dire qu'il y avait un document qui avait été rédigé par un délateur qui racontait tous les dessous finalement de sa vie en prison, puis qui racontait son histoire un peu parce que c'était un délateur qui était pas content de la façon dont les choses avaient tourné, puis qui voulait le communiquer aux journalistes. Alors donc, Yvan Beaupré s'ouvre et dit voici c'était quoi ma vie de délateur. Et là, ça ressemble vraiment comme un film américain. Non seulement Yvan Beaupré a tout noté sur sa vie de délateur et est prêt à le dévoiler, mais le fugitif a également en sa possession des cassettes incriminantes pour appuyer ses déclarations incendiaires. Novembre 1990. Le délateur Yvan Beaupré, l'homme qui est à l'origine d'un scandale qui ébranle le système judiciaire québécois, est en cavale au Canada depuis bientôt 1 mois, en compagnie de sa conjointe et de leur fille de 3 ans. Les policiers sont venus à un cheveu de l'épingler après l'avoir localisé à Toronto, mais le fugitif leur a filé entre les mains. Je pense qu'il a senti que la police pouvait avoir de l'écoute électronique. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a plus jamais eu d'appel chez les gens où on avait placé de l'écoute électronique. Après avoir échappé de justesse aux policiers de Toronto, Yvan Beaupré décide que la ville-reine n'est pas un endroit sécuritaire pour lui et sa petite famille. Il s'achète une voiture d'occasion qu'il fait mettre au nom de sa conjointe et il met le cap sur l'Ouest canadien. L'enquêteur Jacques Guillemette de la police de Québec, là, qui était chargé donc du dossier de retrouver Beaupré, avait commencé à l'appeler son petit pousset parce qu'il suivait les chèques de voyage à la trace. Mais il y a des chèques de voyage qui ont été échangés dans l'ouest de l'Ontario, après ça à Winnipeg, au Manitoba, en Saskatchewan. Alors là, on voyait là qu'il s'en allait dans l'ouest canadien. Vers la fin du mois de novembre, Beaupré et sa famille arrivent à Vancouver. Dans les jours suivants, il change un premier chèque de voyage, puis un second et un troisième, en s'assurant de ne jamais utiliser le même commerce ou institution bancaire. L'étau se resserre lentement mais sûrement sur Yvan Beaupré. Une vérification effectuée auprès du Bureau des véhicules automobiles de la Colombie-Britannique permet de retrouver le véhicule dans lequel Beaupré et sa famille se déplacent.
Le véhicule a été enregistré au nom de sa conjointe peu de temps après l'arrivée du couple à Vancouver. Puis, au début de janvier, les recherches menées par les policiers de Vancouver leur permettent de découvrir l'endroit où Beaupré, sa conjointe et leur fillette se terrent. Il s'agit d'une suite du Sunset Inn sur la rue Burnaby. Quand on était en mesure d'établir que Beaupré était rendu à Vancouver et qu'il s'était installé à Vancouver, là, on s'est assuré qu'on ne ferait pas la même erreur. On a pris la décision d'envoyer un de nos meilleurs enquêteurs avec un de ses collègues pour se rendre à Vancouver cette fois-là, puis ne pas nous manquer notre coup avec l'arrestation de M. Beaupré. Le dimanche 13 janvier 1991, Jacques Guillemette et un collègue s'envolent pour Vancouver. Ils sont accueillis par 2 enquêteurs de la section des homicides de la police de Vancouver. Et là, les policiers de Vancouver ont planifié leur intervention, mais en fait, Beaupré a failli leur glisser entre les mains une autre fois parce qu'il était en train de préparer son départ pour Seattle aux États-Unis. Le mardi matin, 15 janvier, les policiers se présentent à l'hôtel de la rue Burnaby. Mais une mauvaise nouvelle les attend. Yvan Beaupré ne réside plus à cet endroit et les employés du Sunset Inn ne savent pas quelle est sa nouvelle adresse. Les policiers s'apprêtent à quitter les lieux quand tout à coup, ils voient arriver le fugitif et sa petite famille à bord de leur véhicule. Yvan Beaupré vient chercher quelques effets personnels. Dès qu'il met un pied hors du véhicule, Yvan Beaupré est encerclé et mis en joue par les policiers. Mais le fugitif n'est pas armé et il se rend sans opposer la moindre résistance. Après 103 jours de cavale, le criminel le plus recherché au Canada est finalement sous arrêt. Quand Beaupré a été arrêté et ramené à Québec, la Sûreté municipale de Québec a tenu un point de presse. Et j'y étais pour le Journal de Québec. Et je peux vous assurer qu'ils étaient très fiers de leur coup. Ils étaient très, très contents de dire à la face du monde, regardez là, nous là, on n'a jamais été complices de cette évasion-là. On l'a cherché, on l'a trouvé. C'est un individu extrêmement dangereux et on l'a arrêté et il n'y a pas eu de dommages collatéraux. Je me souviens d'avoir cité La Bruyère en disant « Ceux qui parlent en mal de nous sans nous connaître assez ne nous font pas de tort, puisque c'est le fantôme de leur imagination qu'ils persécutent. » Alors les journalistes avaient ri. Le 17 janvier 1991, l'avion qui ramène Yvan Beaupré et sa conjointe se pose à l'aéroport de Québec. Un important cortège médiatique est sur place. Le lendemain, il comparaît au palais de justice de Québec pour répondre à des accusations de complot et d'évasion. Il écopera d'1 an d'emprisonnement pour sa cavale pan-canadienne. Après son arrestation, là, vraiment, Beaupré va s'en retourner en prison. Et là, on n'entendra plus parler de lui. Il va se faire discret. Je pense que là, son objectif, là, ça va être de sortir le plus rapidement possible. Mais toutes les déclarations qu'il a faites, toutes les dénonciations qu'il a faites vont forcer le gouvernement à revoir tout le traitement accordé aux délateurs. À compter de 1994, Yvan Beaupré entame un long processus de réhabilitation sous forme de sortie de jour avec et sans escorte, puis de séjour en maison de transition. Depuis 2002, il jouit d'une libération conditionnelle totale, assortie de conditions très strictes. Ça a été un parcours extrêmement chaotique. Il y a eu des rechutes. Il a fallu le ramener en dedans. Il est allé en appel. Il a montré son côté virulent. Donc, ça s'est pas fait là facilement, mais il a fini par avoir sa libération conditionnelle totale. Mais quand on regarde les torts qu'il a causés à la société en général, mais à ces 2 jeunes-là qui ont payé de leur vie pour ces atrocités, pour cette espèce de guerre stupide. Donc, ces 2 jeunes-là, ils n'ont pas eu d'autre chance dans la vie. Et je comprends les gens d'être révoltés à l'idée que ce gars-là, Yvan Beaupré, soit encore en liberté aujourd'hui. C'est une grande souffrance qu'on a à l'intérieur de nous, mais on passe au travers. La vie nous amène vers des belles choses aussi. Mais moi, il n'y a pas un soir, je pense pas à mon frère.